Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission qui a on dirait un ton un peu particulier parce que comme vous le voyez, c'est la première fois qu'on n'est pas masqué, mais c'est aussi la première fois qu'on est complètement confiné, donc une émission un petit peu particulière aujourd'hui. Euh, Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est faire un résumé de ce qu'on a vu à la dernière émission. Et puis ensuite, je présenterai le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Et puis, on entamera les questions avec nos experts. Donc, pour démarrer, je reviens en effet en synthèse sur ce qu'on a vu sur le règlement général, la règle générale pour la protection des données, pardon. Donc, comme vous l'avez vu, cette démarche, elle est quand même plutôt méthodique, rigoureuse. Elle demande pas mal d'organisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est comme vous l'avez compris avec Maître Massé, ça permet quand même de poser les bonnes questions, notamment sur la sécurité informatique, l'organisation et les aspects juridiques de l'entreprise. Donc, il faut positiver, car de toute façon, on ne va pas avoir vraiment trop le choix, et vous serez de toute façon confronté à cela. Ce qu'on peut retenir également, c'est que la mise en place d'une équipe en interne permet de gagner quand même beaucoup de temps. Quand on a des références, ça va quand même beaucoup plus vite. Et puis, vous avez vu aussi qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de suivre l'évolution et de la mise en conformité du RGPD. Donc, les choses peuvent avancer rapidement, sous réserve qu'on soit bien organisé. En tout cas, ce qui est sûr, et pour avoir discuté avec un certain nombre d'experts aujourd'hui, sachez quand même que la CNIL aujourd'hui est en train de durcir un peu le ton et que par défaut, sachez-le, ça fait partie du règlement, vous êtes présumé coupable. Donc par conséquent, la CNIL, quand elle va venir vous auditer, elle va chercher des preuves. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même se structurer parce que l'auditeur, lui, ne se pose pas de questions et va aller tout de suite à l'essentiel. Dernier point et non des moindres, sachez que vous êtes en tant qu'entreprise à la fois responsable de traitement et souvent sous-traitant. Alors, c'est un petit détail, sauf que aujourd'hui, dans le RGPD, vous pouvez être amené à être engagé en termes de responsabilité si jamais il y avait un risque informatique avéré. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a organisé aussi cette émission. Donc, on a prévu de faire intervenir une société externe qui est un expert dans le domaine de la cybersécurité. Et vous verrez qu'en effet, se prémunir peut également vous aider à la fois en interne, mais aussi vis-à-vis de vos propres clients. Donc, sachez-le, il ne faut surtout pas négliger. Donc, avant de passer la parole à Julien Hubert de la société Intrasec, je vais juste poser quelques chiffres. Alors, je ne vais pas être très très long, je vais juste en poser trois. La première, c'est qu'aujourd'hui, 77% des cyberattaques le sont auprès de TPE-PME. Donc, désolé pour ceux qui pensaient qu'il n'y avait que les grosses sociétés qui étaient visées. C'est vraiment pas le cas. Et ça concerne quand même 3 800 000 entreprises. Donc, 77% de 3 800 000, ça fait quand même beaucoup. La deuxième, c'est l'actualité récente, hein, puisque aujourd'hui, 400% d'augmentation d'hameçonnage sur l'année 2020, c'est juste gigantesque. Et puis le troisième, qui a un impact financier, c'est que le coût des cyberattaques aujourd'hui visant les TPE-PME atteint plus de 700 millions d'euros par an. Donc vous voyez que les enjeux sont quand même posés. Donc je vous propose maintenant d'avoir accès à une parole d'expert. Donc Julien, bonjour. Merci de ta présence parce que je sais que pareil, tu es aussi confiné. Donc je vais laisser Julien se présenter et puis ensuite on abordera le thème sous un certain nombre de questions que nous avons préparées. Et ensuite je passerai la parole à Romain Graletti qui nous expliquera également comment ça se passe au niveau des RG informatiques et comment RG peut intervenir auprès de ses clients en partenariat, on va le voir, avec des experts. Julien, écoute, je te laisse la parole et puis je reprendrai sur la première question. Entendu. Merci beaucoup, Yann. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je vais vous proposer dans un premier temps, de présenter Intrinsèque en quelques mots. Je vous dirai ce que moi je fais un petit peu là-dedans et puis répondre effectivement aux différentes interrogations que va avoir Yann. Alors, pour vous présenter Intrinsèque, on est une société de services qui a aujourd'hui un peu plus de 25 ans, experte en cybersécurité, ce qu'on appelait autrefois la sécurité informatique. On est ce qu'on appelle un pure player dans ce domaine parce qu'on n'adresse que cette thématique chez Intrinsèque.
Vis-à-vis de nos clients, nous cherchons principalement à être un partenaire de référence dans la durée sur ces sujets de cybersécurité, avec un accompagnement plutôt premium à 360 degrés. Finalement, notre métier, c'est de protéger celui des autres. Alors, c'est joli de le dire comme ça. C'est quelque chose qui nous anime depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve notamment sur notre charte graphique. On le fait du coup ça au travers de plusieurs savoir-faire. Celui qui est historique, c'est celui du monde offensif. On retrouve notre pôle évaluation de la sécurité avec la réalisation de missions de type test d'intrusion, d'audit de sécurité. On en réalise à peu près entre 400 et 500 par an, ce qui fait que ça nous fait une sacrée expérience dans le domaine depuis de nombreuses années, effectivement. On est qualifié PASI. Alors, je suis désolé, parce que dans le domaine d'activité, on a beaucoup d'acronymes. Alors, je ne vais pas en sortir 36 000, je vous rassure. Autrement, il faudra faire un glossaire à la suite. Mais PASI, c'est pour prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Et ça, c'est donné par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, si je dois donner un autre acronyme, c'est l'ANSSI. Vous avez peut-être déjà entendu parler, qui fait de très belles choses, qui œuvre pour justement la sécurité en France, et on est vraiment très heureux de les avoir. Et donc ça, c'est donc une qualification PASI qui nous est chère parce que ça démontre un certain niveau de sérieux sur le sujet, on dira. Ensuite, on a le pendant du monde offensif, qui est donc le monde défensif. Et ça, on le retrouve dans notre pôle des services managés de sécurité. On explique souvent pour le présenter que ces services sont autour de la vie d'un incident de sécurité. La vie d'un incident de sécurité, c'est souvent autour donc de la prévention, de la détection et de la réponse. Dans la prévention, on va retrouver notre cellule de renseignement cyber, en fait, qui permet de donner une visibilité à nos clients sur ce qui se passe en dehors de leur sphère IT, sur l'ensemble des couches d'Internet, et évidemment sur ce qui les concerne. Je peux donner quelques exemples. C'est typiquement pour identifier des fuites de données, des schémas de fraude. On a aussi un client qui est intéressé. Alors, il a beaucoup de sites Internet dans le monde, plus de 650. Et lui, il est très intéressé pour qu'on puisse identifier des sites qui se montent à des fins de phishing. Le truc très classique, qui a une lettre d'écart ou un 0 à la place d'un O, etc. Et ça, on est attendu pour les identifier et alerter tout de suite le client, parce que très clairement, c'est soit parce que c'est un client qui est dans le monde du retail, soit c'est pour identifier ce qu'on va appeler des black markets. Donc en gros, on essaie d'usurper l'identité pour faire de la vente en black market de leurs produits, ou soit parce qu'en l'occurrence, effectivement, et ça arrive souvent, c'est une tentative ou une préparation de tentative de phishing, et de fait, voilà, encore une fois, c'est le genre de choses sur lesquelles on est attendu. Donc ça, c'est sur la partie prévention. Après, on a la partie détection, où là, on a une offre de SOC mutualisée, qui est donc un centre de sécurité opérationnelle qui permet d'alerter nos clients lorsqu'on identifie des comportements anormaux sur leur système d'information. Et puis enfin, on a la réponse, où là, on a une équipe qui réalise des missions qu'on appelle des missions d'investigation numérique en réponse à incident. Alors là, je ne vous cache pas que l'actualité faisant, on est excessivement sollicité ces derniers temps. Enfin, pas ces derniers temps, parce que ça s'est, pour moi, très fortement accéléré depuis 2 ans. Excessivement, on en a fait beaucoup l'année dernière. Et puis, je ne vous cache pas que le trend de cette année, il va être quasiment plus, ça sera encore plus il y aura plus de volume dans cette thématique, probablement que 2020, en ce qui concerne en tout cas les interventions d'Intrinsèque. Et comment vous expliquez cette augmentation des attaques? Et pourquoi cette accélération? Parce que c'est quand même énorme, on a vu tout à l'heure 400% d'augmentation. Enfin, c'est juste pourquoi ces augmentations-là? Je dirais que je pense que c'est en l'occurrence, je pense que si on doit schématiser un peu, je pense qu'il est sans doute, en fait, encore une fois, je vais schématiser, c'est juste une illustration, mais je pense qu'il est plus simple aujourd'hui d'aller voler de l'argent en utilisant le versant numérique qu'en allant braquer une banque. En fait, il y a une sorte d'équation, je pense assez simple pour moi en tout cas, il y a une forme d'impunité qui est là, ou en tout cas sans doute un sentiment d'impunité pour les acteurs malveillants.
parce que c'est très clairement compliqué d'aller les repérer, d'aller effectivement les targeter, les cibler, et puis après de les mettre devant la justice. Encore aujourd'hui, c'est compliqué. Après, le ticket d'entrée en termes d'investissement pour ces gens-là, je pense qu'il est assez faible pour mener leurs actions. Quand les gains potentiels derrière, ils sont juste énormes pour eux. Donc, puis après, si on met ça au regard d'un niveau de maturité, on va dire hétérogène. En fait, vous avez des sociétés qui sont particulièrement bien protégées, et j'ai envie de dire heureusement. Et puis après, j'allais oser dire que globalement, il y a encore de très très bons progrès à avoir au niveau des entreprises. Et tu le citais, Yann, sur la partie effectivement PME. Oui, il y a, je pense, une question de maturité sur cette thématique SSI qu'il va falloir faire progresser d'une manière ou d'une autre, c'est certain. Donc voilà, pour répondre à cette question, effectivement, sur la partie réponse, je pense que c'est à peu près ce qu'il faut retenir, à mon avis, sur la thématique. Est-ce que tu souhaites que je finisse peut-être de donner le dernier pôle d'activité d'Intrinsèque? Oui, bien sûr. Oui, je t'en prie. Ça marche. Et donc, le dernier pôle que je voulais effectivement mettre en avant chez nous, parce qu'il est finalement assez important, parce que là, je vous ai présenté la partie attaque, la partie défensive, mais il faut aussi du conseil derrière ça pour accompagner évidemment nos clients. Et donc, on a on a des offres derrière ça. On a donc une cellule de conseil qu'on appelle le management des risques numériques qui sont en mesure d'accompagner effectivement nos clients de manière très pragmatique pour adresser leurs enjeux de sécurité. Bon, si je dois un peu illustrer là aussi, c'est ce qu'on fait souvent. Ce sont des états des lieux de la sécurité qui visent à créer une feuille de route de sécurité réaliste avec des chantiers à mener à plus ou moins long terme, qui prennent en compte souvent évidemment le contexte de nos clients, les enjeux, les risques. C'est essentiel parce que si vous savez pas quoi protéger, vous pouvez mener tout ce que vous voulez, mais bon, ça va être compliqué. Derrière, vous allez pouvoir mettre plein de briques de protection en place qui peuvent faire du bon boulot, mais c'est dommage de quand même pas savoir ce que vous devez en priorité protéger. D'où l'intérêt de faire ce qu'on va aussi appeler des analyses de risque. Parfois, les clients, ils n'ont pas, à la suite de ça, ils n'ont pas le temps et les moyens de traiter cette feuille de route. Et parfois, nous confient le sujet, on les prend par la main au travers une offre qu'on a qui s'appelle RSSI à temps partagé. Le RSSI, c'est un acronyme dont on entend, j'imagine, de plus en plus parler, qui est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et donc là, effectivement, on sait le faire en accompagnement, de manière partagée sur la durée, tout simplement. Après, je pense à plein d'autres trucs. Il y a la sensibilisation, qui évidemment est un thème qu'il faut absolument adresser. Après, je pourrais parler d'Intrinsèque pendant des heures, donc je vais peut-être m'arrêter là, en l'occurrence. Et puis bon, vous avez déjà répondu en grande partie à un certain nombre de questions qu'on avait. Il est passionné. Il est passionné. Il est passionné. C'est pour ça qu'on vous a invité. Hein, c'est un peu pour ça. Donc, non, peut-être on sait qu'en cas de cyberattaque, c'est toujours assez complexe pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop comment faire. Donc là, qu'est-ce que vous conseillez? Comment vous intervenez? Qu'est-ce que l'entreprise doit faire? Parce que, encore une fois, les cas sont pléthores, malheureusement, et encore plus depuis quelques mois. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces entreprises qui sont, encore une fois, des TPE, PME, j'insiste, parce que c'est des petites entreprises. Vous avez parlé de la cybersécurité avec les attaques de masse, notamment, et puis certaines attaques ciblées, mais on voit que c'est souvent des attaques de masse, donc elles peuvent toucher des petites entreprises. On a eu le cas avec RLG, justement, sur des petites zones industrielles, des petites entreprises qui pensaient vraiment pas être intéressantes, entre guillemets. Donc, ces entreprises-là se sentent un peu démunies de qu'est-ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent s'adapter. Alors, avec le nombre qu'on peut faire d'interventions dans ce domaine-là, j'aurais tendance à dire que mon expérience me ferait dire qu'il n'y a pas réellement de règles sur le ciblage des sociétés. Alors, il y en a à un moment ou à un autre, tant soit peu. Mais je veux dire, il y a les petites structures comme les grosses peuvent très bien demain avoir la problématique de la même manière. En fait, ce que je vais préconiser surtout, c'est de pas attendre de se faire attaquer, ça c'est évident, et plutôt miser sur l'anticipation des menaces et accélérer sur la sensibilisation des utilisateurs. Là-dessus,
je trouve qu'on a eu trop tendance à taper un peu sur les utilisateurs en mode c'est le problème. J'imagine que vous l'avez déjà entendu et à maintes reprises, c'est le problème, il est entre la chaise et le clavier. Je pense que c'est pas forcément la bonne vision des choses. J'aurais plutôt tendance à vouloir positiver, à dire que c'est quand même potentiellement une des premières chaînes de protection en fait, l'humain. Et je pense qu'il faut tout simplement les accompagner dans la démarche pour qu'ils aient les bons réflexes. Ça suffit pas pour se prémunir de ces sujets-là, mais c'est quand même, ça serait à mon avis déjà une très belle étape. Et puis évidemment se faire accompagner. Enfin, je dis évidemment. Je suis côté d'une société de services experte dans le sujet, donc ça me paraît évident. Mais pour moi, c'est évidemment de se faire accompagner par des experts lorsqu'on n'a pas les moyens en interne de le faire. Alors, oui, ça va engendrer des coûts, bien entendu. Et quand on voit le coût que génère une compromission d'un système d'information, très sincèrement, j'en ai accompagné beaucoup. Quand je vois ce que ça implique en coût derrière, c'est sans commune mesure entre faire de la prévention, de l'anticipation, et de subir une attaque avec tout ce que ça implique, avec la reconstruction du système d'information, etc. C'est plus les pertes d'exploitation, enfin, même s'il y a des assurances, etc., encore faut-il évidemment avoir une police d'assurance en conséquence, hein, parce que… pour information, juste pour précision, parce que ce sera l'objet de la prochaine émission, mais pour votre information, 86% des entreprises aujourd'hui n'ont pas de contrat d'assurance lié à la cybersécurité. C'est vrai. Il y a un énorme travail à faire. C'est vrai, mais alors après, dans la question de que faut-il faire en cas d'attaque, j'ai envie de dire que quand même, il faut appeler son assureur. Je pense qu'il faut s'il y a une police d'assurance cyber qui est là, il faut la déclencher, bien entendu. Après, souvent, il y a aussi un expert assurantiel qui est mandaté, qui a aussi, dont le métier aussi, c'est d'accompagner l'assuré, pour aussi lui mettre des partenaires qui portent des expertises sur différentes thématiques. Ça peut être en effet des personnes comme Intrinsèque sur la thématique purement investigation numérique. C'est la fameuse pelote avec un fil rouge. Vous commencez par un petit bout, vous tirez cette pelote pour aller identifier ce qu'on va appeler le patient zéro et le chemin de compromission. En gros, identifier d'où est venu le problème. Et après, il n'y a pas que ça. Si les données sont chiffrées et qu'on ne peut pas les récupérer, la sauvegarde elle est aussi un peu compromise. Il y a aussi des sociétés qui font très bien le boulot d'aller récupérer de la data. On peut encore imaginer d'autres aspects pour la reconstruction, faire appel à RLG sur des thématiques plutôt orientées réseau et serveur. On peut imaginer tout un tas de choses, mais en tout cas, les bons réflexes à adopter, je pense que c'est appeler Intrinsèque pour la partie investigation numérique. Non, plus sérieusement, mais en tout cas, appeler un expert sur ce sujet-là. Il faut cibler ce qu'on appelle un CERT ou un CSIRT, parce qu'ils ont l'organisation, les outils, les bons réflexes, eux, pour aller mener ce type d'investigation, et aussi avoir les capacités de gestion de crise, parce qu'il faut aller rassurer son client. Il faut aller rassurer sur le versant technique, il faut aussi le rassurer sur le versant managérial, de comité de direction, etc. Parce que pour l'avoir vécu, souvent, les gens sont désœuvrés, ils sont perdus, ils savent plus quoi faire. Donc, il y a ce genre de choses à faire. Appeler l'assurance, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il faut aussi aller porter plainte rapidement. Vous avez des systèmes étatiques qui sont franchement super performants. Je pense notamment à cybermalveillance, où il faut les contacter tout de suite. Ils ont un super site avec des numéros de contact. Je pense qu'il faut, pourquoi pas, déclencher ça. Et puis, en fonction de ce qui s'est passé, si on pressent des fuites de données, je pense qu'il est intéressant aussi d'aller faire une prédéclaration à la CNIL, tout simplement, parce que c'est un sujet très important. Et vous avez évoqué tout à l'heure le sujet CNIL en préambule de l'émission. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que les impacts peuvent être assez douloureux derrière. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là également. Après, potentiellement, je peux peut-être passer à côté de choses là, mais n'empêche que si les clients appliquent déjà ce genre de choses, je pense qu'ils gagneraient pas mal de temps. Voilà. D'accord. Donc, et du coup, vous avez évoqué la partie RLG. Donc, justement, pourquoi et comment vous travaillez justement avec le groupe RLG aujourd'hui est-ce que, parce qu'on a bien compris que c'était un travail d'expert, mais c'était aussi un travail collaboratif. Il y a un travail qui est fait en amont. J'imagine que ça, c'est moins votre travail. Donc, comment vous travaillez et pourquoi RLG, en fait? Il y a un travail en amont qui est quand même dans nos activités.
Et c'est aussi là-dessus qu'on peut être amené à travailler avec RLG. C'est plutôt des sujets d'anticipation comme les tests d'intrusion, les audits de sécurité. Je vous ai parlé de l'offre de Cyber Threat Intelligence qui, effectivement, c'est l'offre de renseignement en fait, qui permet de mettre sous surveillance ce que le client ne maîtrise plus en fait. Voilà, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en œuvre, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'Intrinsèque va pas savoir faire, c'est pas notre métier. Moi en fait, quand je gère les partenaires, parce que effectivement, j'ai pas dit ce que je faisais chez Intrinsèque, mais je gère les partenaires pour Intrinsèque, et puis je gère aussi d'un point de vue purement commercial la partie Grand Ouest, donc les régions. Alors le terrain de chasse est quand même assez intéressant, de jeu plutôt que de chasse. Enfin, il y a aussi de la chasse pour le coup. C'est vaste, c'est Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. Bon, voilà, je vais pas m'ennuyer. Et donc dans la gestion des partenaires, moi ce qui m'importe, c'est l'idée de se constituer un écosystème en fait de partenaires qui sont complémentaires de nos actions et de nos services. Pour moi, c'est pleinement le cas avec RLG. Il peut potentiellement y avoir des zones de recouvrement, mais ça ne nous empêche pas de travailler en toute intelligence ensemble. Faut juste qu'on sache où est-ce qui fait quoi à quel moment, bien entendu. Donc ça, c'est des choses en amont que nous, on doit traiter, et c'est ce qu'on a fait. C'est comprendre, c'est davantage se connaître pour savoir où est-ce qu'on peut être très efficace ensemble. Et là, pour moi, c'est le positionnement d'un RLG, c'est quand même très teinté IT. Et donc, du coup, pour moi, vous avez une vraie légitimité sur les interventions pour gérer des systèmes d'information et les réseaux associés. Et encore une fois, ça, c'est vraiment pas notre métier pour nous. Donc, voilà, on va plutôt vous aider à venir auditer certains clients, émettre des recommandations de sécurité, notamment sur des environnements infogérés et ou hébergés, que j'imagine que vous adressez très bien de votre côté. Donc, voilà, c'est en ça que j'estime qu'on est complémentaire d'un RLG. En tout cas, c'est ma lecture de notre partenariat. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais passer maintenant la parole à Romain Grelletti, donc le dirigeant de la société Alger Informatique et Telnet. Donc Romain, rebonsoir. Donc on voit bien en effet qu'il y a la cybersécurité, ça reste quand même un métier d'expertise en pleine mutation et pour cause. Quel est le travail justement collaboratif qu'on peut faire avec des experts comme Intrinsèque aujourd'hui? Et quelle est la meilleure façon d'avancer? Sachant qu'on avait évoqué la dernière fois, je crois, toute la phase amont, c'est-à-dire le préventif que vous réalisez auprès de vos clients aujourd'hui. Julien Rubert a évoqué la partie sensibilisation, je crois que vous y êtes extrêmement attaché. Mais sur la partie collaborative avec vos experts, comment vous travaillez aujourd'hui? C'est quoi la meilleure façon d'avancer? Encore une fois, parce que les enjeux économiques sont extrêmement importants, et puis il y a des enjeux humains aussi, évidemment, auprès des TPE, PME notamment, qui est la cible quand même que vous avez aujourd'hui. Tout à fait. Donc on constate vraiment que le côté cybersécu, c'est quelque chose qui évolue en permanence. D'où l'intérêt d'avoir des experts comme Julien, Société Intrinsèque. Pourquoi? Parce que on va aller chercher chez ces gens-là ce qui n'est pas notre fond de métier. Nous, on est là pour accompagner le client TPE, PME, TI sur des choses qui vont être la sécurité des postes, la sécurité des serveurs, la sécurité de ses réseaux, la sensibilisation à la sécurité de la personne qui se trouve entre la chaise et le clavier, comme disait Julien, c'est-à-dire on va reprendre des choses toutes bêtes dont on a parlé la première fois qu'on s'est vu, sur les 10 bonnes règles de sécurité que propose l'ANSSI, qui sont 10 bonnes règles, je vais dire, qui peuvent paraître bêtes et basiques, mais qui sont déjà sacrément efficaces si elles sont bien toutes appliquées. Et donc chaque utilisateur si chaque utilisateur applique bien ces règles-là, il va de lui-même mettre en sécurité la partie information, contenu à l'intérieur de la société. Pour faire un petit aparté sur l'explosion aussi des cyberattaques, ce qu'on voit aussi, c'est que les utilisateurs, et c'est ça le vrai gros problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en télétravail. On le voit autour de la table ce matin. Du coup, je pense qu'on a aussi, par méconnaissance, mal formé les utilisateurs à correctement utiliser les outils que leur société ou que leurs prestataires peuvent mettre à disposition. Les VPN, les coffres-forts de mots de passe, faire attention à la sécurité de sa machine. Voilà, on se retrouve
mon télétravail, avec des enfants à la maison, tout le monde veut regarder la clé USB que le copain a passée, qui a déjà fait 25 fois le tour du quartier, mais il y a tous les derniers films en exclusivité dessus. On a tous connu ça. Voilà, bon, tout ce genre de médias, c'est bien sur un PC perso, ça n'a rien à faire sur un PC de société. Voilà, on a aussi, je pense par mes connaissances, mal formé les utilisateurs à travailler en sécurité à l'extérieur de l'enceinte de la société. On fait tout pour les sécuriser quand ils sont intramuros, et dès qu'on les met chez eux, évidemment, c'est pas aussi simple. Il n'y a plus les règles, il n'y a plus les interdictions poussées par le RSSI tout le monde dit ça c'est encore bloqué, mais il y a peut-être des raisons. Et quand c'est un peu trop simple de passer outre en étant à la maison, voilà, ça peut poser problème. Donc c'est là que nous on va donner des bonnes résolutions à suivre. Et des partenariats comme avec Intrinsèque vont nous aider aussi à mettre en lumière ce que nous on n'aura pas vu, soit que nous on va pas savoir mettre en place ou on ne va pas aller mettre en place, parce que c'est un vrai métier et chacun, l'informatique est très large, mais chacun son métier. On peut pas être expert dans tous les domaines, donc voilà. Et l'intérêt de s'adosser à des experts justement, c'est qu'ils emmènent leur couche à eux pour nous aider. Et aider surtout nos clients sur cette passe-là. Donc, donc si je comprends bien, c'est le mot-clé, c'est s'adapter en permanence, parce qu'on est sur un monde qui est mouvant, un monde d'experts. En plus, sauf erreur de ma part, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Donc en plus, on les maîtrise pas. Et justement, je sais que la dernière fois, vous aviez évoqué le fait que vous maîtrisiez un certain nombre de paramètres, mais au niveau de l'infrastructure, je pense on a eu une discussion, je sais, sur la maîtrise, par exemple, des consoles antivirus, parce que vous venez de l'évoquer, il y a en effet des fois confusion entre portable perso et portable professionnel. On voit des fois des antivirus qui ont été achetés sur Internet. Alors c'est pas un mal en soi, mais on s'aperçoit qu'au sein d'une société, ça peut avoir quelques incidences malgré tout, notamment au niveau des règles de sécurité. Donc là, en effet, il y a des règles à respecter. Hein. On l'a rencontré chez un client. Aujourd'hui, il a installé les antivirus sur l'ensemble de son parc. Hein, c'est pas loin de 60 machines. C'est déjà une bonne première règle. La problématique est que c'est de l'antivirus mode boîte sans gestion centralisée, c'est-à-dire que chaque utilisateur étant admin de sa machine, chaque utilisateur fait ses règles dans son propre antivirus. Et du coup, ça protège à minima, mais on n'a pas de règles, on n'a pas de gestion globale et de gestion de stratégie de sécurité pour la société. Et là, Julien, on est d'accord, l'intérêt, c'est justement de définir une stratégie de sécurité globale et de la pousser sur l'ensemble des terminaux de la société. Vraiment... en fait, c'est pour ça que j'évoquais le sujet de la feuille de route, parce que là, on touche à un sujet où je débat souvent avec nos clients. C'est il y a un peu une forme un aspect caricatural de j'empile les solutions du marché et en croyant que je fais de la sécurité. En vrai, c'est ce que je dis souvent, il y a des solutions qui font super bien le boulot. Et déjà, il faudrait savoir lesquelles sont nécessaires au regard des enjeux des clients. Ça ne sert à rien de prendre une solution si finalement on n'a pas besoin de se protéger avec par rapport au métier. Donc il y a ça. Et puis au-delà de ça, c'est que bien entendu, encore une fois, il faut des solutions à un moment ou à un autre, et parce qu'on sait pourquoi on les met. Et associé à ça, il faut une organisation. Parce que si vous mettez des solutions et qu'il n'y a personne derrière pour pouvoir à la fois s'en servir, les mettre à jour, etc., mais ça ne sert à rien. Vous allez dépenser probablement pas mal d'argent pour rien, en fait. Parce que ce n'est pas automagique, ces solutions. Il faut savoir les configurer, il faut savoir les maintenir. Je vais garder la formule. C'est pour ça que nous, par exemple, tu vois, pour les antivirus, on parle que de ça. On héberge nous-mêmes nos propres consoles dans nos infras. Et donc, du coup, c'est stocké en France, managé par des techs et des ingés chez nous. Pour lequel tu t'es formé. Voilà, c'est ça. On est tous certifiés sur les solutions qu'on propose. Et voilà. Et là, on avance sur une solution qui est vraiment typée société et qui correspond à la politique de sécurité qu'on doit déployer chez nous. Donc ça, c'est important. C'est pas là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que c'est acheter des outils de sécu, mais pas les maîtriser ou les empiler sans avoir de lien entre eux. Voilà, c'est pas ça qui va. Je vais pas dire que ça va desservir, mais ça fera pas le taf. Et c'est pire parce qu'on va penser être protégé.
et on ne le sera pas. Et c'est là que c'est critique, parce que si l'utilisateur pense qu'il est correctement protégé, qu'il va se permettre certaines choses, et du coup c'est là qu'est le drame. Et on le voit, comme toi, nos clients, les clients qui sont fait attaquer, qui viennent nous voir, il est trop tard, c'est fait. Donc du coup ils veulent changer de prestat. Et tu commences par remonter la chaîne, et c'est là que tu dis, bah oui, mais là c'est ouvert, là c'est ouvert, là c'est ouvert, là c'est ouvert. Bon, bah voilà. Après on parle aussi, ouais, effectivement. Après, on parle aussi souvent de notion d'hygiène informatique. C'est assez essentiel, parce que ça c'est pareil, ça rejoint un peu la conversation. C'est que vous allez pouvoir mettre des outils, c'est bien, mais enfin, si déjà la base, enfin, moi, en tout cas ce que j'estime être la base n'est pas là, c'est-à-dire les patchs mis à jour, la sauvegarde, qu'elle soit, pareil, qu'elle soit rejouée aussi, parce que c'est toujours pareil, la sauvegarde, si le jour où vous en avez besoin, tester la restauration. Exactement. Après, il y a aussi. Et oui, il y a ça. Après, il y a les notions de plan de reprise d'activité, ce genre de choses. Mais donc voilà, il y a des basiques qu'il faut absolument mettre en place. Je te rejoins, Romain, évidemment, sur la partie, parce que ce qu'on appelle le guichet d'hygiène d'informatique de l'ANSSI, parce que il y a quand même des points à suivre qui sont très clairs. Et une fois que vous avez adressé et suivi ce guide d'hygiène informatique, franchement, vous avez déjà passé une grosse étape en termes de maturité sur la thématique cybersécurité. Déjà, si les entreprises suivaient ça, peut-être pas par elles-mêmes, hein, mais voilà, je pense qu'il faut le faire. Et c'est notre rôle, c'est aussi là que c'est là aussi qu'il y a notre rôle de pousser ces conseils. Ouais. Alors, vous avez évoqué la partie antivirus, sauvegarde, on a bien compris. Après, un patron de TPE-PME, il entend parler de pare-feu. Alors lui, il se dit, bah voilà, si j'ai un pare-feu, a priori, je suis protégé, quoi. Donc pourquoi aujourd'hui un pare-feu suffit pas, ou, enfin, je veux dire, c'est là où, parce que pareil, on en revient à la même chose, c'est-à-dire que un bon pare-feu, enfin bon firewall dans le français du texte, c'est pareil. J'allais dire que votre Livebox à la maison, à titre perso, il y a un firewall dedans. Il est pas manageable, il fait le minimum du nécessaire. Voilà, c'est pareil. Si vous mettez un produit que vous avez trouvé à pas cher, ou même que vous avez téléchargé gratuitement pour vous monter votre petit firewall tout seul, c'est bien, c'est déjà une bonne idée. Mais pareil, il faut derrière mettre une vraie stratégie de groupe. Mes utilisateurs, quand ils sont à l'extérieur, comment ils peuvent accéder? On parle de VPN. Quand ils sont à l'intérieur, à quoi ils ont accès vers l'extérieur? Est-ce que l'extérieur a pas est-ce qu'on cloisonne bien à l'intérieur et l'extérieur? C'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais quand on voit des fois l'état des réseaux dans certaines sociétés, on se dit que le BABA n'est pas suivi. Et ça, c'est important. Voilà, nous, aujourd'hui, on fait aussi de la veille technologique là-dessus. Les produits évoluent tout le temps, les marques évoluent, les concepts évoluent. Et on essaie des nouveaux produits. Alors en ce moment, on est en plein dedans, ça tombe bien, mais voilà, on va essayer de nouveaux produits pour essayer d'aller chercher quelque chose de plus qualitatif, de plus nouvelle génération, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, mais c'est comme l'antivirus. Pour moi, acheter un firewall parce qu'il y avait marqué firewall dessus, ou pare-feu, ou acheter le petit logiciel qu'on met sur sa machine, mais qu'on installe et on fait OK suivant, point. S'il n'y a pas de mise en place de règles de sécu de base, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, faut être réaliste. Donc pareil, il faut se tourner vers un professionnel de l'IT pour avoir la bonne mise en œuvre de ces premières briques de sécurité. Oui, donc si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est que bon, les faits aujourd'hui amènent à penser que ça devient un métier qui aura de plus en plus d'importance, qu'il faut être en veille régulièrement. C'est un travail d'expert. Il y a un travail en collaboration à faire entre les gens qui gèrent l'infra, comme RLG par exemple, et puis des spécialistes comme la société Intrinsèque et Julien, qui eux vont arriver à un niveau différent. Mais chacun doit travailler ensemble pour améliorer les choses. Donc ça demande quand même pas mal de synergie. Oui, ça demande pas mal d'effets de synergie, merci. Et puis, on voit qu'il y a des actions en préventif. Donc, Romain, j'ai cru comprendre que vous aviez entamé depuis peu une démarche, parce que comme on voit ça s'accélère, hein, et que les demandes ont évolué, j'ai cru comprendre qu'il y a une nouvelle démarche qui a été mise en place chez AG, avec une sorte d'inventaire qui va répertorier justement les différentes failles. Donc, faire un point, faire un bilan, enfin, c'est ce qu'évoquait Julien, mais
au niveau des RLG aujourd'hui par rapport à ces clients qui sont de taille moyenne, encore une fois, qui n'ont pas forcément accès aux experts comme Julien, typiquement. Déjà, comment on peut nous les aider au niveau des RLG? Qu'est-ce que vous proposez justement par rapport à ça? On va sortir un mot galvaudé, c'est l'audit. C'est faire un tour de table avec un dirigeant ou des collaborateurs sur la façon dont ils travaillent, qu'est-ce qu'ils possèdent en interne. On repart de la chaîne de base. Vous avez un routeur, est-ce qu'il y a un firewall, est-ce qu'il est managé, est-ce qu'on fait du filtrage, vous avez des antivirus, oui, non, est-ce qu'ils sont managés, vous mettez à jour vos machines, vous travaillez tous à distance sur des trucs ouverts, vous avez un VPN correctement protégé avec double authentification, ce genre de choses. On va faire un audit et un récap de ce qui existe, et après on pourra donner en fait un guide de bonne pratique et dire faut améliorer tel point, faut améliorer ça c'est bien géré, on n'a pas besoin d'y toucher, ça fonctionne très bien. Et puis voilà, améliorer petit à petit les choses. Par exemple, une société qui héberge tous ses serveurs, qui est au top du top de la virtualisation et tout, mais qui fait que de l'interne et qui n'a pas pensé à externaliser une sauvegarde régulièrement, bon bah déjà on va peut-être attirer l'attention sur ce côté-là. Avoir une sauvegarde externe, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même très important. Vous perdez votre site ou vous faites crypter l'intégralité de votre informatique interne. Bon, bah, s'ils ont crypté c'est pas vieux, j'en ai parlé aujourd'hui avec des gens de chez Vim. Aujourd'hui, les cryptos s'attaquent au dépôt de sauvegarde parce qu'ils savent que bah, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Si vous cryptez des backups, c'est fini. Vous revenez pas en arrière, quoi. Alors, c'est un fait, hein. C'est une réalité. C'est pas le crypto en tant que tel qui va aller chiffrer la partie de sauvegarde. C'est plutôt l'acteur, c'est les groupes d'acteurs malveillants qui vont cibler ça parce que bah, c'est simple. C'est pareil, c'est une équation assez simple à comprendre. C'est si ils chiffrent des datas diverses et variées qui sont impactantes pour le client, mais qu'en fait le client, lui, limite, c'est un peu embêtant évidemment comme situation, mais il peut repartir parce qu'il remet sa sauvegarde. Bon, bah voilà, il repart. Et donc finalement, la demande de rançon, bah, il n'a pas besoin de m'honorer, quoi. C'est pour cette raison que est chiffré très rapidement maintenant la partie sauvegarde. Donc effectivement, si la sauvegarde elle n'est pas, je sais pas, si elle n'est pas externalisée, si elle n'est pas à froid, limite on pourrait revenir sur des bandes. Ouais. Exactement. Et ben, peut-être. Alors, je peux le dire parce que je l'ai eu cette semaine en formation, les ventes de lecteurs de bande et de bandes LTO est en croissance depuis 18 mois. Ah ouais, il y a la cassette audio, alors pourquoi pas. C'est un média déconnecté ou du off-site, quelque chose de déconnecté de la production et du réseau interne du client. Ça fait partie des réflexes que je n'ai pas cités tout à l'heure, mais ça, c'en est un bon. C'est la sauvegarde, là, il faut. Alors pour la partie en prévention, effectivement, c'est de s'assurer que ça, vous êtes en mesure de la rejouer et qu'elle soit pas atteignable comme ça n'importe comment et facilement. Voilà, ça c'est quand même, c'est juste essentiel en fait. Il faut vraiment le prendre en compte. Ça c'est sur la partie prévention et quand ça se passe, bon bah il y a quand même des alternatives, même si parfois elles vont pas au bout, mais n'empêche qu'il en existe. Donc il faut pas baisser les bras comme ça inutilement. Ok, écoutez, merci en tout cas à tous les deux. On a même dépassé un petit peu, mais avec des gens passionnés, c'est toujours comme ça. Donc, merci beaucoup pour ces interventions. Alors, juste un point, et ça fera le lien avec la prochaine émission, c'est que vous avez en effet parlé de tous ces enjeux donc techniques, humains et financiers, et justement sur l'aspect finance. Donc, en préparant la future émission avec le cabinet d'assurance de renom là, qui viendra au mois de mai, on s'aperçoit en effet que si des règles et des bonnes pratiques ne sont pas mises en place, la responsabilité, encore une fois, de l'entreprise peut aussi être engagée. Donc, en effet, ce que vous dites interpelle, je pense, tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, parce que mettre en place ces bonnes pratiques ne fera qu'améliorer finalement le paiement d'une cotisation assurantielle, parce qu'aujourd'hui, les assureurs aussi sont en train de se prémunir
Et pour information, et on en parlera la prochaine fois, à la prochaine émission, mais eux aussi font des questionnaires pour voir si justement vous êtes, vous en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez mis en place les éléments qu'il fallait. Donc voilà, merci encore pour ces explications, c'était très clair. Je pense qu'on a bien compris les enjeux. Et puis voilà, ce métier d'expertise qui est en train de prendre de plus en plus de place, et tant mieux finalement, parce que, et comme vous l'avez dit, on a des experts, on a des institutions qui sont plutôt bien, bien pensées, donc profitons-en. On fait des choses bien en France aussi des fois, donc il ne faut pas hésiter à le dire. Donc voilà. Et à propos de la France et puis de son représentant, je vais juste faire, c'était pas prévu la transition là, hein, mais je profite pour annoncer une émission spéciale qui aura lieu le 12 mai. Donc le 12 mai, on va revenir sur voilà, la première émission, la boucle sera bouclée avec le groupement de gendarmerie du 44. Donc l'adjudant des prêts nous fera le plaisir de nous rejoindre la prochaine fois le 12 mai, et on fera justement un bilan sur ce qui s'est passé depuis 5 mois, et il nous fera un retour terrain, puisque comme l'État a décidé aussi d'investir énormément, ça tombe plutôt bien. Alors on était un peu en avance, on n'a pas fait exprès, mais tant mieux pour nous. L'adjudant reviendra et puis nous expliquera aujourd'hui quelles ont été les mesures qui ont été prises, et puis surtout qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer tous ensemble. Encore merci à tous. Bonne journée à vous. Et puis Merci. Rendez-vous le 12 mai et puis le 15 mai avec notre cabinet d'assurance qui fera également, qui lèvera le voile sur un certain nombre d'idées reçues, et ce sera très intéressant aussi. Merci, et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée à tous et merci. Merci. Au revoir. Au revoir.